réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. On va maintenant aborder un dossier délicat, un dossier qui interpelle tout le monde au Québec, les politiciens, les regroupements sociaux, les citoyens également, et c'est le problème de l'itinérance. Le nombre de décès de personnes itinérantes a triplé au Québec ces dernières années, et là on essaie à chaque année de voir il y a combien d'itinérants dans nos rues. Il y a une grande nuit de l'itinérance, c'est dans toutes les villes du Québec, une soixantaine de villes du Québec, là, où on va essayer de recenser le nombre de personnes qui ont pas de domicile fixe. Mais au-delà de tout ça, et surtout à l'approche de l'hiver, c'est un problème réellement complexe. Les gens qui n'ont pas d'endroit où rester, qui sont souvent dans des situations, pas souvent, mais tout le temps dans des situations socio-économiques extrêmement difficiles, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus à quel sein se vouer pour essayer de trouver une solution. Pourtant, on voit que dans certaines régions, oui, il y a des initiatives intéressantes qui sont mises sur pied. C'est certainement le cas à Gatineau. Et j'en parle avec la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette. Madame Marquis-Bissonnette, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Madame Marquis-Bissonnette, vous avez lancé un nouveau projet, ça s'appelle le Village Transition. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement. Avec plaisir, parce que comme vous le disiez, comme plusieurs villes au Québec, à Gatineau, on vit une croissance de l'itinérance, puis on cherche des solutions, on cherche à s'inspirer ailleurs au Québec. Donc, si notre projet de conteneur peut en inspirer d'autres, moi, je suis bien partante pour partager la formule. En fait, c'est au centre-ville de Gatineau, il y a un aréna, un terrain municipal sur lequel il y a en ce moment beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Et là, le projet, c'est de prendre une partie de ce terrain-là pour loger ces personnes en situation d'itinérance. Mais dans un contexte un petit peu plus facile pour eux, c'est-à-dire dans des conteneurs. Donc, le conseil municipal a autorisé ça la semaine passée. C'est un projet de 85 conteneurs qui va permettre d'accueillir 85 personnes en situation d'itinérance. Il y a donc de l'hébergement, c'est des conteneurs qui sont chauffés. Il y a un accès à l'eau, donc douche, toilette. Ils ont accès aussi à l'Internet. Puis il y a du soutien communautaire. Sur le site, il y a aussi des services pour ces personnes-là, notamment une salle communautaire. Donc, on espère de cette façon-là, évidemment, héberger des gens en vue de l'hiver, les garder au chaud, mais ultimement être capable de les réinsérer, de refaire de la réaffiliation sociale, puis leur permettre d'être sur la voie d'un logement plus permanent. Madame Marquis-Bissonnette, j'imagine que pour bien des gens comme moi, l'image d'un conteneur, ce sont des bouts de métal fermés, pas d'ouverture. Franchement, on ne voudrait pas être prisonnier d'un conteneur. Mais là, vous les avez aménagés. Beau, en fait. C'est ça, vous avez mis des fenêtres. Là, il y a des ouvertures, là, on peut voir dehors. Oui, il y a des fenêtres, puis il y a un accès sécurisé aussi là pour les locataires. En fait, c'est assez joli. Là, les couleurs sont pastel. À l'intérieur, c'est blanc, c'est bien aménagé là, quand même. Là, c'est vraiment plutôt intéressant. Puis je dois dire, parce que là, vous dites oui, mais c'est nous la ville, on est un facilitateur, mais c'est un projet d'un organisme qui s'appelle Transition Québec, qui a été créé à Gatineau et qui cherchait à trouver des solutions pour les personnes en situation d'itinérance. L'année passée, il y avait eu un projet de tente chauffée et là, cette année, c'est des conteneurs là, pour permettre un petit peu plus de confort là, pour les personnes en situation d'itinérance. Puis essentiellement parce que ça va les aider pour se remettre là, dans une démarche de réinsertion sociale. Vous parlez d'un accès à l'eau dans chacun des conteneurs là, de douche. Ça, il y a une toilette dans chaque conteneur. Il y a une toilette dans chaque conteneur. Puis il y a deux types de conteneurs. Il y en a qui c'est des unités comme partagées avec des toilettes. Il y en a qui ont des douches aussi. Là, donc il y a deux formats. Bon, combien ça coûte aménager un conteneur comme celui-là? Et ma question, en fait, c'est la suivante au bout du compte. Est-ce que c'est abordable? Est-ce que d'autres municipalités pourraient se lancer dans un projet comme celui-là? En fait, nous, on sait qu'on est les premiers à Gatineau puis qu'on trace la voie, mais je sais qu'il y a un projet de conteneur à Montréal. Il y a un projet de un peu similaire là, à Québec de mini-maison. Donc, puis on sait que c'est aussi des conteneurs, là, ça a été utilisé dans le reste du Canada, aux États-Unis, pour être capable de loger les personnes en situation d'itinérance. Je pense que c'est tout à fait un modèle qui est exportable de cette façon-là ou d'une autre façon. Là. Dans ce cas-là, c'est Transition Québec là, qui pourrait vous informer du montage financier complet.
projet. Mais la Ville investit. Bon, la Ville, en fait, offre le terrain gratuitement pendant 10 ans. Il y a un bail amphithéotique qui a été avalisé par le conseil municipal. Il y a aussi une aide financière sur 2 ans. Là, dans notre cas, c'est 1,5 million de dollars pour le soutien aux opérations. Le ministère de la Santé aussi est un partenaire important dans ce projet-là parce qu'il y a du soutien communautaire, donc des travailleurs communautaires pour la sécurité qui est assumé par le CISO. Et c'est un projet qui est aussi intéressant parce que il y a la communauté d'affaires qui finance aussi l'organisme Transition Québec. Oui, puis bon, tu sais, c'est intéressant parce que c'est une façon d'aller chercher les capitaux. Là, c'est sûr que nous, les ressources, c'est toujours un enjeu, surtout quand on investit dans des champs de compétences qui sont pas municipaux, là, comme l'itinérance, puis on le fait parce que ça prend ça. Là. Mais oui, là, il y a une contribution du privé qui a posé un certain nombre de défis pour la municipalité, mais qui est quand même une excellente nouvelle pour être capable de soutenir ces personnes-là. Dites-moi, Mme Marquis-Bissonnette, dans votre ville, là, à Gatineau, est-ce qu'il y a eu un problème d'acceptabilité sociale avec ce projet-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, pas dans ma cour » ? Je vais vous dire non, parce que en fait, il y a déjà des personnes en situation d'itinérance sur le site Guertin, donc je pense que c'est largement vu comme une bonne nouvelle d'être capable de les loger dans des conteneurs, de leur offrir aussi un encadrement, de la sécurité, du soutien, plutôt que simplement des tentes ou même chez nous on a des roulottes. Il faut dire qu'il y a à peu près 300 personnes sur le site là, dont je vous parlais tantôt, qu'on appelle le site Guertin, le site de l'Aréna Guertin, mais là c'est une centaine de personnes qu'on va loger. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais ça demeure quand même, là, l'expression que j'ai utilisée la semaine passée, c'est un pansement sur une hémorragie. Gatineau vit de loin la plus forte hausse de l'itinérance, soit 268 % en 4 ans. Par comparaison, Montréal, c'est une hausse de 36 %. Québec, c'est une hausse de 33 %. Puis là, je suis pas en train de diminuer la problématique à Québec puis à Montréal, mais nous, on avait vraiment besoin de solutions. Puis, en fait, c'est une étape, mais on va avoir besoin d'autres étapes pour être capable d'offrir de l'hébergement puis des services à ces personnes-là. Puis, il faut dire qu'en matière d'itinérance, le coût de l'inaction est plus élevé que celui de l'action. Toutes les données le démontrent. En terminant, Mme Marquis-Bissonnette, vous allez faire quoi avec les gens qui n'auront pas accès à un conteneur? Là? C'est une petite minorité de personnes en situation d'itinérance qui vont pouvoir en profiter. Ben c'est quand même, je pense, significatif là, sur le site Guertin, mais bon, moi j'ai été élue le 9 juin dernier. On a mis en place là, tout de suite sur le site Guertin un bloc sanitaire là, qui était une demande des organismes, là, donc pour avoir accès à des douches, pour avoir accès à des toilettes, etc. Là, on construit un bloc sanitaire plus robuste là, pour permettre de répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance. L'été, on a une halte fraîcheur, une halte chaleur. Donc ça, c'est des solutions à très, très court terme, là, puis il y en a d'autres, évidemment. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut que le gouvernement du Québec nous donne à nous, les villes, plus d'outils là, pour être capable de développer le continuum de services avec la communauté, avec le réseau de la santé, les organismes qui sont au front, les personnes en situation d'itinérance aussi, pour qu'on soit capable d'améliorer notre continuum de services, puis ultimement répondre vraiment adéquatement, de manière structurée à cette hémorragie-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Maude Marquis-Bissonnette est mairesse de Gatineau, donc un projet vraiment intéressant là-bas pour aider les personnes en situation d'itinérance. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Est-ce qu'on a des gens qui se sont séparés récemment dans la salle? Ça s'en vient! Vous aurez compris dans le ton que c'est pas sa décision, hein? Je dis ça parce qu'en passant, statistiquement parlant, ça sera pas ta décision. Parce que j'ai appris ça dernièrement. 70% des ruptures amoureuses sont initiées par les femmes. Les femmes savent reconnaître quand leur couple est terminé et souvent les hommes, ils l'apprennent. Ils sont pas préparés à ça, tandis que la femme, elle a eu quelques mois pour s'y préparer parce qu'elle savait que ça s'en venait, mais pas le gars. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je milite pour que les hommes aient droit à un congé de séparation. Non, mais c'est vrai, ils sont pas prêts. Tu sais, quand un de tes amis fait comme là, ma blonde vient de me laisser, là, puis là, tu fais, tu sais que tu as droit à 32 semaines.
Catherine, on reconnaît bien sûr la voix de Louis T. C'était la première de son spectacle hier à la Place des Arts et tu étais présente. Oui, j'étais présente. J'ai eu une très, très belle soirée, je te le dis tout de suite. Louis, écoute, je suis quand même curieuse tout le temps de savoir les artistes, un coup qu'ils ont présenté à la presse, à leurs amis, comment on se sent après? Ben après, on se sent bien, mais j'ai détesté ça. Pourquoi? Tout avant, la journée avant, le stress de, comment ça va. En fait, c'est que ces journées-là deviennent de la micro-analyse. Hein. Chaque ligne, chaque mot devient important, puis c'est pas nécessairement l'expérience que le public en général vit. Les gens, en général, quand tu fais ta tournée, ils regardent l'ensemble, comment ils se sont sentis, et c'est le spectacle est plus bâti dans cet objectif-là. Puis là, quand t'es sur scène, puis que tu sais que tous les journalistes sont là, même moi, quand je faisais certaines lignes, je faisais comme qu'est-ce qu'ils vont écrire? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ça? Fait que là, tu pensais à ça pendant le spectacle? Pas toujours, mais quelques fois, je suis rentré dans ma tête. Mais somme toute, en moyenne, j'ai réussi à m'amuser quand même pendant le show, fait que j'étais content. Le public était le fun, ça s'est bien passé. De ce côté-là, j'étais fier de moi que j'ai réussi à m'amuser. T'as même réussi à calmer. Il y a un cellulaire qui est parti en plein milieu du spectacle. Toujours agréable. Oui, puis il y a du sort. Ben, c'est bien. T'es préparé pour réagir à ce genre. Des cellulaires qui sonnent, là, c'est pas mon premier, ça sera pas mon dernier. On commence à être habitué, malheureusement. Le spectacle s'appelle Mâle Alpha et au début du spectacle, clairement, tu dis que tu en es pas un. Tu n'es pas un mâle alpha. Est-ce que le titre est là juste pour provoquer? Oui. C'était vraiment ça? Le titre est là pour attirer l'attention. Le titre est là parce qu'on cherchait une façon de mentionner qu'on parlerait de la masculinité, que c'est un spectacle qui tournerait autour de ça. Ça ne parle pas que de ça, mais qui tourne autour. Puis tout ce qui était masculinité, homme, il n'y avait pas de quoi de drôle là-dedans. T'sais. Fait qu'on cherchait un titre qui allait susciter l'intérêt, mais qui vient aussi en contrepartie avec... quand j'ai trouvé le titre, ce numéro-là, il n'existait pas encore, le premier numéro que je dois mentionner, que je suis pas un mâle alpha, parce que les gens se questionnaient sur mon intention puis vers où ça s'en allait, parce que ce numéro-là, au début, il a été placé puis il est important parce que tout de suite après, quand je commence à parler des problèmes des hommes puis que c'est pas facile d'être un homme, ça commençait le spectacle, ça. Peux-tu imaginer, il y a 6 mois, c'était mon début de spectacle. Mais là, on aurait dit que t'exagères. Ça se passait mal. C'était dur. Il fallait au début que je clarifie un peu toute ma posture par rapport à tout ça. Mais c'est ça, t'as fait beaucoup de rodage autour de ton spectacle, puis tu dis qu'on t'a sorti de ta zone de confort. Puis hier, je te regardais sur scène, puis je me disais, c'est pas si dérangeant que ça comme spectacle. Moi, je suis pas sortie... Non, mais je suis pas sortie en maudit, je suis pas sortie outrée, j'ai ri. C'est beaucoup dans des gags avec des lignes sur quelque chose. Après, il y a le punch. Mais tu sais, tu vas pas faire l'analyse profonde. Je suis content de t'entendre dire ça parce que là, je sais plus, j'ai lu les critiques ce matin qui sont positives, qui sont bonnes, mais que je vois la sensibilité. Je pense qu'on fait face ici à un clash entre certains groupes. Moi, mon public naturel, là, il est très progressiste, il est très woke. Là. C'est un mot qu'on essaie de pas trop utiliser parce qu'il est péjoratif, mais ça, c'est mon public naturel et je traîne cette réputation-là. Puis quand ils viennent me voir, je pense que ces gens-là voient dans ce spectacle-là de quoi d'un peu plus provoquant que ce qu'il est en réalité, surtout quand je vais vers un public qui est moins woke. Eux, ils voient moins ce côté-là. Mais clairement, quand je lisais les critiques, il y a du monde qui parle de malaise dans la salle puis que je les rattrape. Je dois dire que c'est calculé tout ça, mais je suis content que tu dises que c'est j'ai vécu pas aucun malaise. Merci. Fait que, je sais pas si c'est parce que j'en ai trop vu ou mais je suis peut-être désensibilisée à l'humour. Non. Mais je dois faire avec ça. Tu vas très loin avec tes propos. Qu'est-ce qui serait le plus payant à dire en ce moment? On est comme à donc vous êtes le héros. Non, mais qu'est-ce qui attirerait le plus? Qu'est-ce qui ferait vendre des billets? C'est très provoquant. Ça fait, ça va loin. C'est un show qui va loin. C'est choquant. Venez vous choquer. Non, c'est pas mon intention. Des fois, moi, j'ai pas un bon radar au choquant. Je vais avouer, là, que des fois, on me dit, hey, telle blague, ça va loin. Là, ici, on a une sensibilité. Moi, je le sais pas. Moi, j'écris en voulant faire rire et en voulant faire part de mes réflexions. Puis des fois, c'est vrai que je réalise que ça choque certaines personnes. Mais somme toute, c'est pas l'objectif. Étais-tu nerveux en pensant aux critiques du lendemain? Oui, j'essayais de pas trop y penser, mais c'est un exercice qui est difficile. Mais je suis assez bon, moi, pour contrôler mon cerveau, tu sais, sur les choses que je contrôle pas, justement, de me faire comme, ça me sert à rien de m'en faire, fait que j'y penserai pas. Je suis bon pour ça. À quelle heure t'es élu?
Je les ai lus. Ils sortent plus aussitôt qu'avant. C'est rendu différent. Maintenant, avant, on les recevait là, des fois à 10h30, 11h. Les heures de tombée ont toutes changé un peu partout. Mais la presse, c'est pas dans la presse d'aujourd'hui, mais c'est en ligne sur le site de la presse. Ouais. Fait que ça veut dire que ta critique va sortir demain. C'est sorti à 13h42. C'est pas comme si je focusais là-dessus. Oui, je pense que c'est important, les critiques. 13h42. Non, puis je voulais revenir encore sur le propos entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y avait quand même une intention où est-ce que tu ne voulais pas dénigrer les femmes, parce qu'elles sont toujours quand même gagnantes d'une situation que tu en fait sur laquelle tu te moques. Là. Je veux pas faire d'opposition. C'est pas une compétition qui fait le plus pitié. C'est pas non plus l'idée de maintenant qu'on a assez parlé des femmes, maintenant on parle des hommes. C'est pas ça le point. C'est de parler de mon point de vue sur la situation actuelle et de jeter. J'ai regardé un peu. J'ai mis mon regard un peu vers du côté des hommes, de moi, de mes amis, de ce qu'on vit. Mais c'est clairement pas en opposition aux femmes. Puis effectivement, je comprends et je suis encore tout à fait d'accord avec tous les combats et les inéquités et les injustices dont les femmes sont victimes. Donc, c'est important pour moi, dans le spectacle, de rappeler, hey, je sais ça aussi. Là, je donne un peu plus d'attention aux gars, mais je suis conscient que c'est aussi difficile d'être une femme. Fait que je le rappelle. C'est des points importants dans le spectacle pour rassembler tout le monde. Puis j'aimerais justement que ce soit un spectacle qui rassemble tout le monde. T'sais. Pas que... C'est pas un spectacle genré, là. C'est pas pour les gars ou pour les filles, puis je veux pas que ça se chicane là-dessus pour savoir après ça qui fait le plus pitié, puis qui a le plus de misère dans la vie en ce moment. C'est pas ça. C'est comme Philippe, je sais pas si ça te choque toi, je vais te dire le genre de blague que j'ai entendu hier. Les hommes sont bien déçus de perdre leurs privilèges. Les femmes, vous savez pas ce que c'est parce que vous n'en avez jamais eu. C'est genre de gag comme ça. Moi, ça me fait quand même rire parce que c'est quand même vrai qu'il y a eu du millage à rattraper avec les années. Il y a un message là-dedans. En fait, c'est un double, dans le sens qu'il y a deux choses importantes là-dedans. Tu sais, je le dis que perdre des privilèges, c'est pas le fun. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est pas le fun. Puis après ça, je dis, vous pouvez pas savoir, vous n'avez pas. Je souligne que je suis conscient que vous n'êtes pas privilégié aussi. Tu comprends? Il y a plein de... C'est de l'humour à double sens. Je pense que c'est magnifiquement envoyé de cette façon-là. Mais en même temps, tu sais, tu fais beaucoup de gags, évidemment, beaucoup de sujets. Moi, j'ai l'impression des fois que tu vas pas tant en profondeur. Oui. Puis je t'ai lu dans un article où tu disais, je voulais pas nécessairement expliquer les raisons de ce que je raconte sur scène. Pourquoi tu voulais pas le justifier comme tel? C'est un spectacle où j'ai pris goût à faire rire. Puis je veux faire rire avec une densité, avec un rythme plus soutenu que mes autres spectacles. Fait que c'était ça mon objectif. Après ça, derrière... Tu voulais plus faire rire que faire réfléchir? Oui. Oui, je voulais que ça soit plus drôle qu'avant. C'est parce que c'est le fun quand le rire est constant puis c'est trippant. Mais après ça, moi, je suis quelqu'un qui s'informe, qui lit, qui réfléchit toute la journée. Fait que quand j'écris, ça transparaît dans mes textes puis dans mes blagues. Fait que je trouve que le propos, il est derrière les blagues et il est présent tout le long du spectacle. Mais oui, la priorité, c'était de faire rire. As-tu des moments de surprise pendant le spectacle? C'est-à-dire un gag que tu pensais que la salle allait s'esclaffer, puis oups, c'est pas vraiment le cas, ou un autre que tu trouvais bon gag, mais sans plus, et la salle part d'un rire généreux? Oui, particulièrement parce qu'hier, c'était pas un public représentatif de la vie en général. C'est-à-dire que la moitié de la salle, c'était des invités, l'autre moitié, c'était mon public, mais la moitié de la salle, c'était le milieu. Le milieu, les critiques, des journalistes, et... Il y a des sensibilités chez ces gens-là qui sont pas présentes quand je vais à Brossard, puis quand je vais à Saguenay, puis quand je vais ailleurs. Fait que il y a deux... J'essaie de faire attention à ce clivage-là, mais Montréal, c'est pas la même chose que la région. Puis je vais te poser une question à propos de ça, parce qu'il y a des humoristes, des fois, qui ne font même plus de première. Si les médias veulent être là, il faut qu'ils s'inscrivent au sein d'un spectacle régulier avec du public régulier. Puis des fois, je me demande si ça serait pas mieux qu'on voit, quand on va voir des humoristes sur scène, une salle régulière au lieu d'être avec le milieu. Tu sais, le milieu, pour moi, c'est un public qui est déjà prévendu. C'est pas un bon... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ils peuvent être difficiles. Moi, je trouve que c'est pas le meilleur indicateur pour savoir si tes jokes font rire. Si tu me demandes à moi si je voudrais ne pas faire de première médiatique, c'est sûr que j'en ferais pas. Non, mais je peux pas me le permettre parce que c'est une couverture médiatique qui est importante et c'est un passage obligatoire. Les médias, oui, mais les collègues, les amis, pourquoi c'est important que ces gens-là soient là? Les collègues, j'étais content de les inviter. Il y a des collègues là-dedans qui m'ont vu travailler le spectacle, des fois au bordel par morceaux. On s'est côtoyés dans des loges la dernière année. J'étais fier et content et j'avais envie de leur montrer. Puis eux, je sais que ceux qui viennent, qui acceptent de venir, sont contents d'être là. Puis ça, c'est parce que c'est une petite fraternité, c'est le fun. Est-ce qu'on dit la vérité après? Est-ce que les gens sont sincères ou disent tous que c'est bon?
ils ont tout dit que c'était bon parce que c'était bon, mais là, moi, c'est différent. Là, non, mais ça a dû arriver des fois que tu te trompes ou quelque chose dans ta carrière. Ceux qui n'ont pas à dire de quoi du positif, probablement qu'ils font un tri puis qu'ils restent pas. Ils viennent pas au party, tu comprends? C'est normal. Mais moi, si je vais voir d'autres humoristes, je vais pas à beaucoup de premières. Mais quand j'y vais, c'est parce que j'ai le goût d'être là puis que je l'aime, cette personne-là. Fait que je vais être généreux. Bon, j'ai vérifié, Catherine, c'est bel et bien à 13h42 que la presse a publié sa chronique aujourd'hui. J'ai la preuve ici sur mon téléphone cellulaire. Hey, juste avant qu'on se quitte, là, j'ai une mini question pour toi. Je veux savoir, qu'est-ce qui ferait de toi un meilleur homme? Je pense que je suis... Je pense que je suis un bon homme, pour de vrai. Oui, je pense que je suis quelqu'un d'assez... j'ai tellement écouté ces dernières années de tous les côtés. T'sais, j'ai plus d'amis filles que d'amis gars. Fait que moi, je pense que je suis un bon conjoint, je suis un bon père, tout ça. Mais je peux m'améliorer comme personne. Mais comme homme, je sais pas. Mais comme personne, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais pas comme homme. Merci beaucoup. Le spectacle se nomme Mâle Alpha. Tout à fait. Présenté partout à travers le Québec. Merci beaucoup, Louis T. Bon succès. Merci bien. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. On avait vraiment une impression de déjà-vu en lisant le Journal de Montréal ce matin. Là, on apprend que les systèmes administratifs, les systèmes informatiques de Santé Québec allaient coûter, tenez-vous bien, 228 millions de dollars de plus que prévu. Et là, quand on regarde un peu les coûts dans les différents systèmes informatiques gouvernementaux, quand on regarde les délais aussi, on pense tous au système de paie Phoenix, là, sur le plan fédéral, ça dure depuis des années, c'est pas encore réglé. On pense au fiasco entourant la Société d'assurance automobile. Et là, maintenant, c'est le tour de Santé Québec, un organisme qui voit à peine le jour et qui est déjà en grand dépassement de coûts par rapport à tous ces systèmes-là. Alors, comment ça se fait que ça coûte toujours plus cher que prévu, les systèmes informatiques? Comment ça se fait que les délais ne sont jamais respectés? J'en parle avec Steve Waterhouse, qui est spécialiste de la cybersécurité. Steve, bonjour. Bonjour Philippe. Steve, pourquoi c'est si compliqué? Parce que c'est des systèmes généralement qui datent d'une certaine époque. On peut même dire là, 30, 40 ans, parfois 50 ans, comme ça a été dénoncé par le vérificateur général du Canada en décembre dernier, qui faisait état justement le système de pension de vieillesse puis le système d'assurance chômage. Sont des systèmes de 60 et 50 ans d'âge. Donc, c'est une autre programmation, c'est d'une autre, même dans un autre siècle qui ont été bâtis, et que là, on amène ça dans la modernité et faut les faire fonctionner avec tout ce qu'on a ce qu'on prend pour acquis, pour l'accéder cette information, pour l'entreposer. Et là, on arrive avec justement un nouvel organisme et voici qu'est-ce que l'organisme exige pour que ça fonctionne bien. Mais c'est là que ça se réfère, là, si on vient avec les systèmes de ici au Québec, il y en a aussi qui datent de quand même des années 60-70, puis ils sont pas simples à dire qu'on va les associer et on va les faire fonctionner comme on le veut dans la modernité. Mais je comprends pour des systèmes qui sont vieux puis qu'il faut moderniser, mais parfois, il me semble qu'on reprend tout en neuf puis c'est aussi très compliqué. Tu as suivi, bien sûr, comme moi, le dossier de l'Agence régionale de transport métropolitain pour essayer d'avoir une carte Opus qui nous servirait de façon beaucoup plus simple sur toutes les antennes du réseau. Et là encore, ils sont toujours obligés de revoir leur appel d'offres, de simplifier les choses parce qu'ils disent qu'aucun fournisseur n'est capable de répondre à l'ensemble des demandes au prix qui a été alloué pour le contrat. Souvent, j'ai pu analyser, Philippe, là, c'est que une comparaison n'est pas tout à fait la même pour partout, ça va de soi. Cependant, il faut pas réinventer la roue à chaque instant et à chaque projet. Je veux dire, ça se fait ailleurs dans le monde, ça se fait très bien depuis plusieurs dizaines d'années. Fait que pourquoi, justement, au Québec, c'est toujours la roue à refaire puis le modèle à redéfinir, ça s'explique mal. Donc, est-ce qu'il faut pas juste faire preuve aussi de dire, il faut arrêter de dire qu'on doit être original et seul qu'on l'a conçu, puis aller vers des technologies, des solutions qui existent déjà, qui sont éprouvées, et on les met en application ici. Moi, je pense que ça serait peut-être la bonne voie à faire, mais d'année en année, on voit toujours des reprises d'idées que les gens se disent, on est capable de faire mieux, puis on va le faire mieux.
Puis à un moment donné, il faut penser à l'efficience aussi, là, parce qu'on n'a plus d'argent pour gaspiller comme ça. Tu sais, en termes de gestion, Steve, puis en termes de développement informatique, il me semble que les entreprises mettent toujours de l'avant un concept, c'est celui des meilleures pratiques. Hein? En anglais, on utilise l'expression de best practices. Autrement dit, on regarde ce qui se fait ailleurs, on voit que telle entreprise a réussi. Pourquoi cette entreprise-là a réussi? Notamment parce qu'ils ont fait telle et telle chose. Donc ça, c'est une meilleure pratique. On essaie de l'adapter à notre système qu'on veut bâtir. Pourquoi ça fonctionne pas, même si tout le monde, j'ai l'impression, s'inspire des meilleures pratiques des autres? La façon de travailler, là, Philippe, je dirais, ici, c'est pas si simple que ça. Puis quand on vient le mettre en application, d'entrée de jeu, tu le mentionnais tantôt, l'affaire que ça dépasse toujours les coûts et les délais, ben déjà là, la majorité de ces projets informatiques, il y a toujours des éléments qui se rajoutent. Il y a des non-dits qui sont découverts au fur et à mesure que le projet évolue. Et là, ayant les mains dedans, comme on dit en mon français, ben on peut pas revirer, on peut pas se retourner puis dire on arrête puis on le fera pas. Non, OK, all in, on le fait, on fait la modification et on l'amène à terme. Ça a coûté X de plus. Mais c'est des anticipations souvent qui sont juste pas vues dès le début et qu'en cours d'exécution, ben ils se disent qu'on va le faire jusqu'à la fin. Fait que, malheureusement, j'ai vu aussi dans certaines pratiques ici au Québec que les gens sont très créatifs, ils veulent juste faire ça à leur façon, puis ils veulent pas justement apprendre un petit peu plus d'anglais pour comprendre justement dans d'autres cultures comment ça s'est fait. Puis c'est qu'est-ce qu'on retrouve ici malheureusement trop souvent. Ah oui, tu penses qu'il y a un certain repli sur soi qui, au bout du compte, va nous coûter de l'argent? Ben, moi, en tout cas, j'ai été témoin d'une couple de façons de faire comme ça. Philippe, c'est peut-être pas à grandeur du marché, mais c'est pas rare de le rencontrer. Bon. Et il y a aussi le caractère vieillot de nos installations informatiques. Je lisais l'article dans le Journal de Montréal ce matin, puis ça m'a fait rire, sourire à tout le moins, parce qu'on disait que les systèmes administratifs des différents établissements de santé au Québec commencent à dater. La plupart sont en place depuis plusieurs années, et certains le sont même depuis des décennies. Et là, je me disais, hey, Steve, c'est exactement le même problème avec nos routes puis nos conduites d'aqueduc puis nos conduites d'égout. C'est toujours la même chose. On entend le même discours pour les travaux routiers. Ah ben, écoutez, c'est là depuis tellement longtemps, tout est à refaire, on n'a pas assez entretenu, on n'a pas assez développé. C'est bizarre comment, au fond, le type de problème est le même. Ben, j'irais dans ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Philippe, là, c'est la philosophie que tant que ça brise pas, on y touche pas. Et quand on dit aussi qu'on le voit pas, ben ça nous dérange pas. Ben, alors que des conduites, c'est souterrain, puis tant qu'il n'y a pas rien qui nous démontre que c'est brisé ou que ça c'est en dégradation, ben on y touchera pas. Mais la même affaire que l'informatique, parce que autant que l'ordinateur donne le service, donne l'accès à l'information que l'on souhaite, ben on se dit que ça fonctionne, il n'y aura pas de problème. Sauf en arrière de tout cet écran-là, ben il y a justement comment est-ce que c'est entretenu, comment est-ce qu'il faut sécuriser tous ces accès et cette informatisation-là qui fait en sorte qu'il y a un entretien constant. Parce qu'on l'a vu récemment, je donne l'exemple rapide de la SAAC, où il a fallu qu'il remplace un système informatique rapidement de 42 millions, c'est un ordinateur central, ben il venait à échéance, le soutien du fabricant venait à échéance en octobre, là. Et donc, il ne pouvait pas se permettre de garder le système sans qu'il y ait de soutien disponible de par le fabricant. Mais par contre, là, ces avertissements-là, c'est plutôt ces avis du fabricant. Il annonce pas ça 2 semaines avant. C'est connu des années avant. Et pourquoi c'est fait proche de la date? Il y a le processus aussi administratif pour l'acquisition qui est quand même assez complexe. Donc, il y a un paquet de façons de faire, Philippe, un peu comme on parle, que c'est à réviser. On peut pas toujours travailler de la même façon puis espérer qu'on va continuer à économiser. Au contraire, il y a des sérieuses révisions de façon de faire que si ça se fait pas dans un avenir rapproché, ben oui, on va continuer à toujours trancher des centaines de millions de plus. OK, Steve, dernière question. Tu as lu comme moi l'article dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Là, les systèmes administratifs de Santé Québec, ça va coûter 228 millions de dollars de plus que prévu. Est-ce que tu crois que ça va se limiter à 228 millions de dollars? Tu as beaucoup d'expérience dans le domaine. Est-ce qu'on va se limiter à ça ou ça va grimper à 300, 350 millions et peut-être davantage? Si je pourrais te donner une réponse facile, je serais très sollicité. Je n'ai pas de boule de cristal pour être capable d'amener le réalisme autour d'une telle évaluation, parce que là, c'est le constat qu'ils ont fait maintenant. Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, ça va être un autre ajout ou un autre changement qui va faire en sorte que ça va rajouter des millions, voire des dizaines de millions? J'aimerais pas que ça soit le cas, mais c'est pas impossible non plus. Fait que je peux juste parler au conditionnel. J'espère que non, mais on verra.
On verra, c'est ça. On peut pas vraiment répondre d'autre chose, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans ce domaine-là non plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Steve. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Bonne journée. Steve Waterhouse est spécialiste de la cybersécurité. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Bien, plus près de nous, c'est la politique fédérale qui tient encore une fois aujourd'hui le haut du pavé. Justin Trudeau qui souhaite demeurer chef du Parti libéral du Canada en vue des prochaines élections qui doivent être tenues au plus tard dans un an. Mais est-ce qu'il en sera capable? Aujourd'hui, le Globe and Mail de Toronto nous a appris que le groupe de députés qui souhaitent son départ pèse sur l'accélérateur, accélère la cadence. Ils ont mis sur pied une stratégie en 2 étapes. D'abord, une lettre qui serait envoyée durant le week-end demandant à M. Trudeau de démissionner et une prise de parole très ferme dans le caucus de députés qui aura lieu mercredi prochain. Donc, c'est clair que mercredi prochain, M. Trudeau aura des réponses à donner aux gens qui veulent qu'il quitte son poste. On a aussi appris aujourd'hui que 4 ministres du gouvernement Trudeau ont décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections fédérales. Alors, qu'est-ce qu'on peut croire, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? J'en discute avec Tasha Kérédine. On connaît bien Tasha, c'est une analyste politique reconnue. Tasha, bonjour. Bonjour, Philippe. Tasha, comment vois-tu les événements d'aujourd'hui? Bien, c'est, comme vous dites, un accélérateur. On pèse sur cet accélérateur à haute vitesse. Mais la question, c'est, M. Trudeau, est-ce qu'il va l'écouter ou non? Hier, il s'est présenté devant la commission Hogg et ses paroles, c'était pas de quelqu'un qui allait démissionner, c'était quelqu'un qui disait un boxeur qui refusait de s'asseoir. Qui continuait le match, qui accusait M. Poilievre d'avoir des gens dans son caucus qui sont essentiellement des traîtres potentiels et qu'il ignore ça parce qu'il veut pas voir les informations que M. Trudeau a vues. C'est vraiment du théâtre intéressant. Mais je pense que l'annonce aujourd'hui démontre que ça n'a pas pu mettre fin à la grogne de son caucus. Alors, je pense que ça va être très intéressant mercredi prochain, ce qui va se produire, parce que M. Trudeau, entre aujourd'hui et là, qu'est-ce qu'il va faire pour rassurer ces gens-là que vraiment c'est lui qui peut les mener à la prochaine élection? Bon, Tasha, peut-être que M. Trudeau et sa garde rapprochée espéraient que cette fronde là, de 20 députés qui se sont manifestés pendant son séjour au Laos allait s'éteindre tranquillement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, que ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce mouvement-là semble quand même solidement enraciné, là. Mais oui, et je pense que le théâtre qu'on a vu hier, comme j'ai dit, c'est une façon de détourner cela, de dire, écoutez, regardez, c'est pas moi, c'est lui, et on a des choses sur M. Poilievre qui vont diminuer son attraction aux électeurs. C'est vraiment la seule option pour M. Trudeau présentement, c'est pas de se vanter. Les gens lui connaissent et la majorité canadienne ne l'aime pas et désire qu'il quitte. Mais s'il peut détruire son adversaire, s'il y a des choses sur Poilievre ou les conservateurs qu'il peut apporter que les gens ne savaient pas, qui montrent qu'on ne peut pas leur faire confiance ou ils ont des scandales ou je ne sais pas quoi, c'est quand je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'il a des informations comme ça? Est-ce qu'il les garde en réserve? Est-ce que maintenant il va les sortir comme il a fait hier ou essayer de faire hier parce que l'élection s'avance et s'approche pour maintenir son poste? Alors, je ne sais pas. Mais c'est désolant que la politique est tombée à ce niveau-là où, au lieu de reconnaître que, essentiellement, his time is up, comme on dit en anglais, il faut quitter. M. Trudeau s'accroche au pouvoir et en même temps essaye de détruire le système, la confiance des Canadiens dans le système politique. Tu vas aussi loin que ça? Tu dis que Justin Trudeau, à l'heure actuelle, est en train de détruire la confiance des Canadiens dans le système politique? Bien, ce qu'il fait, c'est qu'essentiellement, il essaye de détruire ou de mettre des allégations contre le Parti conservateur que le chef des conservateurs ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas vu les informations. Maintenant, moi, je pense que oui, M. Poilievre devrait regarder ces informations-là. Je pense que c'est légitime de dire qu'il devrait faire ça. Mais semer le doute dans la réputation complète de ce parti, c'est ça ce que M. Trudeau fait. Le problème, c'est que dans son propre parti aussi, il y a des noms probablement sur cette liste-là. Alors, tous les partis, les Canadiens vont regarder ça, ils vont dire, tous nos politiciens sont la proie d'ingérences étrangères. Qu'est-ce qui se passe? À qui on peut se fier? Finalement, ça fait que les gens
se dégoûtent même plus de la politique. Et c'est dangereux dans une démocratie parce que là, ils votent plus, ils sont pas intéressés, ils disent c'est tous des escrocs. C'est là, M. Trudeau veut brûler la maison pour se sauver, mais je pense que c'est une mauvaise stratégie. Bon, alors tu penses qu'il devrait démissionner avant les prochaines élections? Ben oui. Écoutez, je suis pas la seule qui dit ça depuis longtemps, que vraiment la chose à faire, c'est de faire un leadership dans son parti. Il aurait dû faire ça l'année passée, mais il refuse. Et je pense que maintenant, il pense que il peut encore sauver les meubles, il peut encore se sauver avec, comme j'ai dit, des allégations contre ses opposants. S'il a des informations ou des quoi que ce soit, je ne sais même pas ce que ça pourrait être, mais s'il a des choses à dévoiler, il fait ça de façon stratégique pour essayer de garder le pouvoir. Alors, je trouve ça démontre un mépris pour ses collègues, ses députés, comme ceux qui ne se présentent plus. On a vu aujourd'hui 4 ministres. Ouais. Parce que c'est eux aussi leur survie politique. C'est pas juste lui, c'est un parti politique. Il y a plein de gens qui tu sais, leur hypothèque est payée par ça, leur carrière fait partie de ça. C'est comme c'est juste lui qui compte. Il prend pas en considération, comme M. Biden l'a fait d'ailleurs aux États-Unis, tout le rouage politique qu'il mène avec lui. Tasha, en terminant, si Justin Trudeau décidait de quitter, par exemple, la semaine prochaine après ce caucus des députés libéraux, qui partirait en position de tête pour lui succéder? Est-ce que ce serait Mark Carney? Bien, ce serait plusieurs personnes qui sont intéressées, on le sait. Et là, le problème, c'est que contrairement aux États-Unis, il n'y a pas un dauphin naturel là, qui est là. M. Carney figurait dans le mix. On sait que Mme Joly milite depuis assez longtemps, est intéressée au poste. Il y a d'autres ministres potentiels. On parle de Mme Freeland. Je ne sais pas vraiment si ça lui tente encore. Anita Anand, M. Champagne, mais il y a toujours l'alternance Québec. Voilà. Alors lui, c'est difficile pour lui. Mais écoute, il y a des prétendants, mais il n'y a pas quelqu'un d'évident. Et ça, c'est une grosse difficulté pour les libéraux. Merci beaucoup, Tasha. On se reparle plus tard. Bonne journée. Salut, Tasha Keredine est analyste politique.